Jacques Berger, d'où c'est sorti, de quoi c'est sorti et quand l'Université de Paris? Alors l'Université de Paris, on ne peut pas donner une date vraiment précise pour sa naissance. C'est en effet au tout début du XIIIe siècle, je crois qu'il est le plus raisonnable de la placer. L'Université de Paris prend la suite d'écoles. École ecclésiastique, école de la cathédrale Notre-Dame, école de Saint-Victor, école de Sainte-Geneviève, qui avait fonctionné durant tout le XIIe siècle et qui attirait déjà des étudiants et des professeurs qui venaient bien au-delà du diocèse de Paris, mais de tout le royaume de France, en tout cas toute sa moitié nord, d'Angleterre, d'Allemagne. Il y avait donc une tradition d'études et une tradition intellectuelle avec déjà des disciplines phares, si on peut dire, la philosophie, la dialectique, la théologie, qui faisaient la réputation de ces écoles. Mais s'il y a des continuités évidentes, notamment sur les contenus, il y a eu une mutation institutionnelle liée elle-même aux mutations sociales et politiques qui correspondent au règne de Philippe Auguste, puisque Philippe Auguste règne de 1180-1223, n'est-ce pas? Donc c'est au cœur du règne de Philippe Auguste que se produit cette mutation. Et on voit apparaître à ce moment-là, à Paris, il y a d'autres universités qui peuvent se dire pratiquement aussi anciennes, Bologne ou Montpellier, mais dans des contextes tout à fait différents. Nous avons ici l'apparition à Paris, par rapport à la tradition que je viens de dire, d'une structure institutionnelle, d'une manière de concevoir l'enseignement, de concevoir la place de la culture, de concevoir par conséquent la place des hommes de culture dans la société qui est nouvelle, et c'est vraiment quelque chose qui se met en place rapidement, en quelques années, en quelques dizaines d'années au maximum, selon des structures pour lesquelles on peut trouver tel ou tel précédent, mais l'ensemble est neuf et durera ensuite pendant des siècles, pour ne pas dire jusqu'à nos jours. Et c'est donc là un phénomène capital de notre histoire culturelle et sociale. C'est neuf dans l'histoire du savoir et de l'enseignement, mais cela doit être rapproché de l'organisation d'autres métiers. Tout à fait, c'est lié évidemment à la croissance urbaine, à la diversification des sociétés urbaines et à une division croissante du travail. C'est lié aussi, je crois, à une nouvelle répartition, une nouvelle économie des pouvoirs, qu'il s'agisse des pouvoirs politiques ou ecclésiastiques, puisque l'université est institution d'église, ou les forces locales, les liens personnels, verticaux, cèdent la place à la fois à des liens, je dirais, horizontaux, d'entraide, de discussion, et d'autre part à des pouvoirs plus larges, sinon universels, comme le pouvoir du roi ou le pouvoir du pape, qui donnent une sorte d'unité à la chrétienté à ce moment-là, et l'université, précisément, une des pièces maîtresses de ce travail d'unification de la culture et de la civilisation. Bon, vous avez déjà fait apercevoir, entre autres, deux thèmes que nous allons retrouver tout au cours de cette émission, c'est-à-dire les rapports, d'un côté, avec la royauté. On n'est pas impunément installé dans la capitale d'un royaume comme la France du Moyen-Âge et des temps modernes, et d'autre part, un organisme qui reste d'église et qui, par conséquent, aura affaire avec l'Église, et plus particulièrement avec l'Église au niveau le plus haut, c'est-à-dire avec la papauté. Il me semble que, en même temps que cette transformation institutionnelle, apparaît, je ne sais comment dire, un instrument qui va devenir un des instruments forts de la corporation universitaire, et c'est ce que nous appelons, par traduction du latin, la licence, la licentia docendi, c'est-à-dire l'autorisation d'enseigner. De quoi s'agit-il et comment ça s'imbrique dans la nouvelle évolution? Ce qu'on appelle en effet la licence, licentia docendi, autorisation d'enseigner, est une procédure qui s'est apparemment mise en place vers le milieu du XIIe siècle, un petit peu plus tard peut-être, en vertu de laquelle, dans chaque diocèse, pour ouvrir une école, il fallait avoir l'autorisation de l'évêque ou de son représentant. La licence a survécu, n'est-ce pas, bien que née dans le cadre des écoles du XIIe siècle, a survécu à la création de l'université et a traversé tout le Moyen-Âge, l'Ancien Régime, et un titre universitaire existe toujours qui porte ce nom. Ceci dit, sa nature change un petit peu au XIIIe siècle, d'abord parce qu'elle sort du cadre diocésain et que désormais le chancelier de l'Université de Paris, qui est un ecclésiastique, chancelier du chapitre de Notre-Dame, agit, si je puis dire, autant et plus en représentant du pape que de l'évêque. Et d'autre part, cette licence a été doublée, si l'on peut dire, par un titre proprement universitaire, corporatif, si vous voulez, qu'on l'appelle doctorat ou maîtrise, selon les facultés, qui montre la capacité de celui qui a eu cette autorisation, non seulement à enseigner, mais à être admis dans une corporation, dans un métier parmi ses pairs, qui est un métier, donc, d'enseignant. L'université va s'affirmer au milieu de crises. Que se passe-t-il dans cette première moitié du XIIIe siècle, André Thuillier? Il y a la crise de 1200 d'abord. L'incident fondateur, pourrait-on dire, l'incident qui s'est produit entre les étudiants
et la police royale de l'époque, et qui valut aux clercs, les étudiants étaient des clercs à l'époque, qui valut la persécution du prévôt de Paris. L'université, les étudiants se plaignirent, les maîtres et les étudiants se plaignirent au roi Philippe Auguste, qui finit par leur donner raison en désavouant son prévôt, de telle sorte qu'il leur donna un privilège, le fameux privilège du fort, et qui se les soumettait à la juridiction ecclésiastique en les exemptant des difficultés et des sévices que pouvait leur apporter la police royale. C'est un acte fondateur, le privilège de Philippe Auguste de juillet 1200, qui préserva l'université pendant de nombreuses décennies, plusieurs siècles d'ailleurs, avant que l'université d'ailleurs ne retombe à l'époque moderne, à la fin du Moyen-Âge, ne retombe finalement d'une certaine manière sous l'autorité du pouvoir royal. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'alternance entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité royale est un fait constant sur la tutelle entre l'Église et le pouvoir royal, et s'exerce tour à tour sur l'université au cours du Moyen-Âge. À la suite de cet acte fondateur, c'est l'autorité ecclésiastique qui prend le pas, l'évêque, mais très rapidement celui-ci va être dépassé par la papauté pour des raisons qui sont internes à l'université, et puis ensuite, avec les conflits, l'université entrera en conflit avec son tuteur ecclésiastique, et finalement le pouvoir royal arrivera à récupérer à son tour la tutelle qu'il avait partiellement perdue au XIIIe siècle. Voilà schématiquement, très schématiquement, résumé l'évolution au Moyen-Âge des rapports des deux pouvoirs avec l'université, en montrant comment l'université a d'abord dépendu de l'autorité ecclésiastique. Il y a là peut-être un point que nous devons préciser, si nous en avons le temps. Oui, et alors il se produit en 1229 un nouvel incident grave, et ce nouvel incident appelle l'intervention de la papauté, et cette fois-ci, il en sort un texte qui va être de la plus grande importance pour l'histoire de l'université. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évêque très rapidement se trouve dépossédé de son pouvoir parce que le chancelier épiscopal, qui représente l'évêque dans les rapports avec les maîtres enseignants, la corporation enseignante, abuse de son pouvoir contrairement au texte canonique, et l'université trouve un tuteur nouveau qui est étranger au pays, mais qui n'en exerce pas moins son autorité sur toute la chrétienté romaine, qui est le pape. Le pape intervient dans les conflits entre l'université et le pouvoir épiscopal. Il y a le problème de l'accès à la licence, qui jusque-là dépendait exclusivement de l'évêque ou de son chancelier, qui se trouve réglementé par le pape dans la mesure où les maîtres doivent y être associés pour l'octroi de ce grade. Et puis de nouveaux incidents se produisent. La papauté a l'habitude d'intervenir. Elle intervient aussi en 1215 d'une façon solennelle par l'intermédiaire de son légat Robert de Courson pour donner un premier statut à l'université de Paris. Mais en 1229, de graves incidents, comme vous le rappeliez tout à l'heure, se produisent aux alentours de Paris à l'occasion des fêtes des jours gras, et l'université est de nouveau en conflit avec la police royale, le pouvoir royal, et les universitaires sont de nouveau subissent les sévices des agents du roi, font la grève et menacent de quitter Paris, quittent même d'ailleurs Paris pour fonder les premières universités en France et à l'étranger, ou soutenir à l'étranger celles qui existaient déjà. Alors, la papauté, qui est devenue la protectrice naturelle de l'université, la papauté est obligée d'intervenir. Elle intervient parce qu'il s'agit d'une institution essentielle pour elle maintenant, parce qu'elle lui fournit des clercs qui sont des clercs compétents, des clercs cultivés, et elle intervient auprès du roi pour qu'on restaure finalement à Paris cette institution qui est déjà de droit international. C'est l'occasion de la fameuse bulle Par Scientiarum,
à laquelle vous faisiez allusion implicitement tout à l'heure, Jacques Le Goff, et qui est l'acte réellement fondateur de l'Université de Paris, de la corporation universitaire en tant que telle, où dans la mesure où elle entérine les textes royaux, elle entérine l'existence légale qui existait dans le royaume, est maintenant reconnue. L'université a le droit de se doter de règlements, on le verra tout à l'heure, le droit de fixer des taxes sur les logements, le droit de la licence, et nous avons donc tout un règlement maintenant qui est posé pour l'institution.